On va parler des incels, ces célibataires involontaires qui se retrouvent parfois sur des réseaux, des forums de discussion avec des discussions qui peuvent être parfois extrêmement violents. Et oui, bon, on a eu un petit incident technique, mais tout est rentré dans l'ordre. Donc, Absolument. tout va bien. Et je suis en compagnie de Céane Corbin, doctorante en communication à l'Université du Québec à Montréal. Vous étudiez ce phénomène. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Bien, premièrement, pour les auditeurs qui nous écoutent, là, quand on parle des incels aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là? Là, juste qu'on mette tout ça au clair. Oui, incel, déjà, il y a le terme, donc involuntary celibate, célibataire involontaire, et on parle de ces communautés-là en ligne qui vouent maintenant une haine aux femmes et au féminisme et qui les rendent responsables de leur célibat. Et donc, qui vont partager tout un tas de choses en ligne, mais ça ne reste pas qu'en ligne. On les voit aussi maintenant hors ligne qui vont commettre des actes de violence. Donc, on parle de ces communautés. OK. Puis je disais, c'est un phénomène quand même qu'on connaît depuis quelques années. Là, aujourd'hui, on est en 2025. Comment ça se déploie, ce phénomène? Est-ce qu'il a évolué là, depuis quelques années? Oui, c'est en croissance. C'est totalement en croissance. On a mesuré que leur activité sur les forums est en augmentation et on mesure ça depuis à peu près 2017, donc l'ère de MeToo aussi. Donc on voit que c'est une réaction aussi aux avancées du féminisme, à l'émancipation des femmes, aux dénonciations des violences sexuelles. Ça va en croissance à cause de ça aussi. OK. Et donc, puis qu'est-ce qu'on va observer essentiellement? Est-ce que c'est des gars frustrés qui sont entre eux, qui se rassemblent, qui propagent certains discours? Est-ce qu'il y a des passages à l'acte? Comment ça se manifeste là, dans la société, justement, ce mouvement-là, incel? C'est ça qui est un petit peu des fois délicat, c'est que c'est aussi une communauté qui souffre. Donc ce sont des hommes relativement jeunes en général qui ont des enjeux de santé mentale et ils vont trouver une personne coupable ou des coupables qui vont être les féministes de cette souffrance-là. Donc ça se manifeste de plein de façons différentes. Donc oui, ils vont être en ligne principalement et c'est là où ils vont partager énormément de discours très violents. Mais ça commence avec des discours sur les femmes, puis après ça se radicalise de plus en plus. Ils sont extrêmement racistes aussi, donc ça va aller jusqu'à des discours de suprémacisme blanc, par exemple. Donc ça prend tout plein de formes et ça ne reste pas qu'en ligne. On voit qu'on a eu plein de tueries, à peu près 1 à 2 par an en Occident, qui a été revendiquée par des personnes s'identifiant comme aux États-Unis surtout? Pas que. À Toronto, on en a eu celle de 2018, oui. On en a eu aussi un petit peu après, on en a eu en Angleterre quelques-unes. Donc aux États-Unis, oui, mais pas que. OK. Et donc, vous dites, c'est ça, ça peut aller jusque-là. Ça peut être, bon, au départ, des jeunes qui finissent par avoir une sorte de communauté virtuelle, puis ils peuvent s'exprimer, puis ils peuvent aller avec des discours misogynes, haineux, tout ça. Et ça peut aller jusqu'au passage à l'acte également. Donc, ça, c'est ce qu'on a observé. Et vous dites, ils sont jeunes. On parle de, tu sais, la majorité, c'est quel âge? C'est dur à estimer parce qu'ils sont anonymes sur ces forums, mais ça peut être du début de l'adolescence jusque la trentaine. Certaines personnes sont plus âgées aussi sur ces forums, la quarantaine, la cinquantaine. Donc à peu près n'importe qui en fait peut s'auto-identifier comme incel. OK. Et si on regarde le portrait au Canada puis au Québec, vous avez mentionné qu'il y avait eu, si on le sait, on se rappelle justement cet incident-là qui s'était produit. Ces agressions, en fait, littéralement, là, ces crimes-là, du côté de Toronto. Oui. Si on regarde le portrait pour le Québec, qu'est-ce que vous avez observé? Alors, au Québec, c'est aussi un enjeu. On sait que les jeunes adolescents, les jeunes garçons sont aussi interpellés par ces discours. Puis, on va retrouver sur ces forums-là des personnes qui indiquent venir du Québec, qui vont par exemple aduler des personnes comme Marc Lépine. Donc ils vont le représenter comme étant quelqu'un qui a fait des choses bien pour la société et pour les femmes. Donc c'est aussi culturellement un enjeu ici, c'est sûr. OK. Et là, vous étudiez la chose et tout ça. Ça répond à quoi exactement? Parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'amalgame de plein de choses là-dedans. Il y a la frustration. Vous avez parlé des enjeux de santé mentale, que certains ont vraiment des problèmes de santé mentale. Et là, ils retrouvent une sorte de communauté. Il y a des discours haineux. Il peut y avoir une fascination pour les armes. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de, tu sais, de mélange de toutes sortes de choses qui se retrouvent là-dedans. Est-ce qu'il y a des constantes quand même? Des constantes, oui, dans le sens où au début, ça commence avec un mal-être, le fait de ne pas réussir à se mettre en couple. C'est en général la porte d'entrée. Puis ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à se mettre en couple. Puis c'est là que les masculinistes, ces influenceurs-là, vont leur offrir des réponses, ou ces forums vont leur offrir des réponses. Puis ces réponses vont être toujours les mêmes. Puis c'est génial pour eux parce que c'est des problèmes très complexes et on leur offre une réponse simple. C'est la faute des femmes et des féministes. Donc ça va être la porte d'entrée. Puis ensuite, on
va avoir d'autres éléments qui vont les pousser vers d'autres comportements. Par exemple, aussi, on voit que tout l'univers des jeux vidéo est beaucoup mentionné dans ces espaces. Ça devient une façon pour eux d'instrumentaliser leur haine. Donc, ils vont essayer de commettre des agressions dans GTA, dans Minecraft. Donc, il y a vraiment des points communs au niveau de la façon dont ils expriment leur haine, 100%. Puis, est-ce que ça peut être aussi, vous savez, là, vous nous montrez un peu le mécanisme, comment il y a des jeunes qui peuvent un peu se laisser attraper là-dedans et se laisser prendre dans les méandres de ces sites un peu extrêmement louches. Mais est-ce qu'on en sort aussi? Tu sais, est-ce qu'il y a comme la littérature là-dessus qui montre que ça... une forme de crise d'adolescence finalement très violente, là, Oui. même avec une haine ou la santé mentale. Mais est-ce que ça peut être comme une période, il y a des jeunes qui rentrent un peu là-dedans, ils vivent leur truc, puis ensuite ils en sortent, puis ils passent à autre chose? Alors, c'est possible. Après, une fois qu'on commence à être actif sur ces forums-là, c'est sûr que le contenu qu'on consomme et qu'on partage est extrêmement, extrêmement radical. Donc, c'est quand même relativement important de s'y pencher et de ne pas le traiter comme un phénomène qui va juste passer. Et on va aller voir Cybèle Olivier. On a reçu des commentaires là-dessus. Je pense que ça fait réagir nos auditeurs. N'hésitez pas d'ailleurs à nous écrire là-dessus. Je pense qu'il y a des parents aussi qui peuvent être très inquiets, qui se disent qu'est-ce qu'on peut faire. Cybèle Olivier? Oui, mais là, ça me semble pas être des pères qui nous écrivent, mais quelqu'un nous dit posez-vous la question sur le féminisme toxique, le genre de féminisme qui voit du toxique aussitôt qu'on parle de comportement masculin normal, comme si c'était quelque chose qui servait à enflammer ces discours-là. Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Alors, non. Si on va sur les forums, justement, peu importe l'événement, peu importe si c'est du féminisme ou pas, dès que les femmes ont une place dans la société, ça va les enflammer. Et lorsqu'on voit, par exemple, l'événement en France à Saint-Étienne où un jeune a voulu aller tuer des femmes, ce n'était pas forcément des féministes. Donc, on peut remonter à chaque événement où on va trouver des incels qui veulent tuer des femmes. C'est pas forcément des féministes qui veulent tuer. C'est pas le féminisme aussi qui va avoir causé cet événement-là. C'est eux-mêmes qui se sont radicalisés dans ces événements-là. Donc, non. Il y a quelqu'un qui dit que les incels sont ni plus ni moins qu'une déclinaison moderne du patriarcat. C'est un symptôme du backlash antiféministe et du patriarcat. Oui, on peut dire ça. OK, puis je t'en lance un dernier à ce moment-là. Quelqu'un qui dit un commentaire un peu plus positif, là, j'imagine que ça va peut-être vous faire passer à un autre sujet après, mais il dit « Peut-on juste encourager les hommes à être forts masculins, mais à utiliser cette force pour le bien au lieu de les efféminer? » Mais ça, c'est un mot que j'entends souvent, comme si maintenant, il y a une féminisation attendue des hommes qui provoquerait peut-être un comportement. Alors, pas forcément. Je pense que c'est possible d'être un homme, d'être masculin, même d'avoir des valeurs traditionnelles et pour autant ne pas alimenter les discours incels et masculinistes. Ce sont deux postures très conciliables. C'est ça, parce qu'il y a parfois ce reproche qui est fait en disant, bon, l'idée de déconstruction perpétuelle du masculin, de qu'est-ce que être un homme, on peut en débattre, tout ça, mais certains comportements qui étaient associés à la masculinité qu'on a voulu complètement déconstruire. Et le vide, la nature ayant horreur du vide, quand on n'a pas quelque chose à proposer de positif, d'un leadership, de la force, mais quelque chose au sens positif du terme, il y a d'autres idéologies qui peuvent venir remplacer ça, qui sont très fortes et qui peuvent être effectivement toxiques. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire aussi sur la construction de l'identité masculine aujourd'hui? Oui, mais c'est un enjeu, c'est ça qui est sociétal et donc il faut que plein de différentes corps de métiers, on se mette ensemble, justement, que ce soit la recherche, l'éducation, la culture populaire, les médias, pour avoir des représentations aussi Est-ce qui qu'il y a sont une positives. place pour ça? Parce qu'on a l'impression que tout ce qui est associé à la masculinité, la virilité, pas au sens là, de brut, là, parce que c'est ça, on associe beaucoup aujourd'hui, je trouve, la masculinité. Dès qu'on parle de masculinité, on parle de masculinité toxique. Et même les femmes, les hommes qui regardent ça disent, ça se peut que ce ne soit pas toujours toxique. Est-ce qu'on est pris là-dedans aussi? Alors, je ne pense pas qu'on soit pris là-dedans. Je pense qu'il y a de la place. Absolument, il y a de la place. Il faut qu'elle soit prise avant que, justement, ces jeunes soient influencés par ces masculinistes. Donc, il faut arriver avec ces représentations avant qu'ils ne soient happés par ces influenceurs qui vont après essayer de leur vendre, par exemple, des formations virilité à $200. Donc, on voit aussi qu'ils sont aussi victimes, en fait, quand ils sont jeunes de ces influenceurs-là. Ouais. Donc, il faut prendre cette place. Et comment, donc,
en parler, parce que je sais que vous, c'est vraiment une préoccupation. Là, vous vous arrachez les cheveux sur la tête en disant, il faut que je parle de ça, ça fait partie de mes recherches. Et en même temps, des fois, on parle de quelque chose, mais on fait mousser le truc. Oui. On a comme l'effet inverse et il n'y a pas aussi cet aspect qui encourage finalement des jeunes à dire, ah, c'est quoi cette affaire-là? Puis je vais aller faire un tour. Puis la radicalisation, ça se fait un peu des fois aussi à notre insu. Absolument. Le risque, c'est lorsqu'on présente leur discours, quand on leur fait de la promotion sans apporter de contre-discours. Donc, on va en parler, on va montrer des extraits de vidéos YouTube en partant du principe que le public va savoir déconstruire ce qui va être dit, alors qu'en réalité, des ados qui passent devant la télé, qui écoutent ça, ils vont dire « Waouh, en fait, ça fait vraiment du sens », alors que ce sont des propos haineux. Donc, toujours essayer d'apporter un contre-discours si on présente leur discours à eux. C'est très important. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher sinon? Parce que j'imagine, à un moment donné, les études, c'est un exutoire de frustration, c'est une communauté. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-dedans? Parce qu'il me semble que il y a d'autres choses. Là, tu peux t'intéresser à d'autres communautés en ligne. Puis même si tu aimes le jeu vidéo, ça ne veut pas dire que c'est masculiniste. Si tu aimes, je sais pas, le sport, tu peux trouver des groupes de sport. Pourquoi ces discours-là viennent les chercher? C'est quoi la communauté qu'ils vont retrouver là-dedans? Parce que c'est une réponse simple à des problèmes compliqués. Alors que quand on parle de regroupement de sport ou de hobby, c'est sûr que ça ne va pas répondre à cette douleur existentielle qu'ils peuvent ressentir à ce moment-là, qui est réelle et qu'il faut prendre en compte. Il faut les écouter, il faut comprendre cette douleur, mais pas l'excuser et pas dire que ça justifie leurs actes de violence. Donc c'est ce qu'ils vont chercher là, et de la connexion aussi. Je suis en compagnie de Cybèle Olivier, je suis en compagnie de Rémi Villemur. Salut Rémi. Bonjour Karima. Ben oui, est-ce que c'est un phénomène justement que j'imagine que tu t'intéresses aussi à ces choses-là? Ça fait partie de ce qu'on voit au cours des dernières années. Puis je sais que tu réfléchis aussi sur cette idée de déconstruction, notamment du masculin. Oui, mais je vais peut-être te surprendre. Moi, je pense que dans la vie, les gens se cherchent toujours des excuses. Toujours. Quand ça va pas bien, quand tu fais face à un échec, quand tu te trompes constamment, quand les choses vont pas suffisamment vite, tu cherches une excuse et c'est tellement plus facile de désigner les autres, comme les grands responsables de ton malheur. Et c'est ça qui se cache, à mon avis, en bonne partie derrière ce mouvement-là. Ce sont des jeunes garçons qui n'ont pas le succès financier, amoureux, relationnel qu'ils espéreraient. Et c'est tellement plus facile de trouver par la suite un responsable, et en l'occurrence, c'est une responsable. Mais il ne faut pas passer non plus à côté de la crise de la masculinité qui est derrière ça. C'est vrai qu'on n'attend plus la même chose des hommes. Et là, au détour, on attend finalement la même chose des hommes. Il y a un signal contraire, en fait, qui est envoyé. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent, qui le crient, qui le hurlent même, et on ne les écoute pas. Donc, il y a ça aussi dans le mouvement des incels. Très intéressant. Bien, Océane Corbin, doctorante en communication à l'Université du Québec à Montréal, vous qui étudiez, vous êtes spécialiste de ce mouvement, de ces célibataires involontaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, je reviens à toi, cher Rémi. Non, c'est assez passionnant parce que c'est vrai, tu sais, la nature ayant, comme on dit, horreur du vide, malheureusement, ben, tu te sens un peu seul, tu te cherches, puis tu peux tomber sur toutes sortes de messages aussi qui traînent dans les méandres d'Internet aujourd'hui. Puis tu vas te chercher ta petite communauté, puis tu peux te radicaliser comme ça aussi. Tu sais, ça fait partie de... Oui, puis ça m'a surpris qu'elle dise que lorsqu'elle travaillait, lorsqu'elle faisait ses recherches, elle tombait sur des jeunes garçons qui se revendiquaient incel. Parce qu'il faut être prudent, hein? C'est une question de méthodologie quand on fait de la recherche. Si on désigne un mouvement d'une façon que les gens qui sont dans ce mouvement ne se désignent pas eux-mêmes. D'ailleurs, c'est une critique qu'on fait souvent aux gens qui parlent de wokisme. On dit, mais est-ce qu'il y a des gens au Québec qui se désignent eux-mêmes comme woke? C'est une critique qui, je pense, légitime. Moi, j'ai jamais entendu un garçon dire « je suis un incel ». OK, j'ai bien compris que c'est rendu une étiquette infamante, mais il faut aussi faire attention à ça. On parlait beaucoup d'Alexandre Bissonnette il y a quelques années. On disait que c'était un incel. Pourtant, il ne l'avait jamais dit. Il n'avait jamais évoqué sa difficulté à se faire une amoureuse non plus. Il ne faut pas couper les coins ronds. Oui, tout à fait. Ben, ne coupons pas les coins ronds, mais il y en a qui coupent. Et ça a passé peut-être un petit peu inaperçu, mais c'est quand même très important. On a vu qu'à Ottawa, on parle en fait, tout simplement d'aller dans la fonction publique, puis même de faire des coupures, puis même à la Ville de Montréal, des coupures de postes, d'abolition, en fait, d'abolition de postes. Donc, moi, j'ai été quand même curieuse de voir que c'est vrai qu'on n'en a pas tellement parlé dans les médias. Il faut dire qu'il y a tellement de choses qui circulent. C'est l'été,
là. C'est sûr que c'est l'été. On en profite en même temps, souvent, dans ce temps-là, pour annoncer ce genre de petites nouvelles. Merci beaucoup, Cybèle. Oui, non, tout à fait. C'est une cure. À Ottawa, prenons les cas de façon séparée. À Ottawa, il est question d'une cure minceur des dépenses. Désormais, les ministres, et ça, c'est en vue de l'automne, parce qu'on a un objectif, c'est de réduire les dépenses de 15 d'ici 3 ans. Les ministres devront identifier la manière dont ils comptent s'y prendre pour réduire les charges d'exploitation. Ils vont devoir justifier toute nouvelle initiative. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé au Doge. C'est pas une blague, là. J'ai pensé exactement à ça. Le département d'efficience gouvernementale que Elon Musk était là-dedans, puis il fallait faire des coupures, il fallait couper dans le gras, dans les dépenses superflues de l'État, puis bon, c'était pas juste du superflu dans certains cas, dans beaucoup de cas. Et c'était monstrueux, et c'était cruel, et c'était oui. une initiative absolument bête et négative, et sombre et obscure, et je pourrais continuer. Et là, on a à peu près, je dis bien à peu près, l'équivalent à Ottawa. Mais ça vient pas de la droite. Donc, si ça vient pas de la droite, c'est parce que c'est bien fait. Hein? On se rend compte au Québec et au Canada que c'est pas le fond qui est l'important, c'est la forme. C'est pas les idées, c'est ceux qui les véhiculent et qui les diffusent et qui les défendent, les idées. À Ottawa, c'est le même principe. On va abolir 200 postes. Ça serait un scandale si c'était un gouvernement de droite qui avait fait ça. Si c'était la CAQ qui abolissait 200 postes. 200 postes d'école bleue, alors que la Ville de Montréal va pas si bien que ça. Je veux dire, il n'y a pas une rue à Montréal qui ne mériterait pas d'être rénovée, au moins au niveau des nids de poules. Donc, on va abolir des postes de col bleu, des cols blancs. Bon, je suis un petit peu moins désemparé, mais je reviens là-dessus. Quand c'est à gauche, c'est bien fait. Et quand c'est à droite, c'est suspicieux. Quand le Doge avait été annoncé, il y a un intellectuel périphérique, parce qu'il n'est pas dans les médias traditionnels, qui s'appelle Benjamin Tremblay, qui avait dit, peu importe comment ça va finir cette histoire-là, vous allez remarquer que tous les gouvernements dans les pays occidentaux vont s'en inspirer. Tout le monde va essayer d'appliquer les mêmes méthodes, peut-être de façon moins grotesque et grossière que Musk a bien voulu le faire. Et là, on se rend compte que c'est exactement ce qui se passe. On a un gouvernement dit de centre-gauche à Ottawa. C'est le gouvernement libéral sur la question identitaire, c'est très à gauche. Et là, sur le plan économique, on répète finalement le programme qui était annoncé par des gouvernements de droite qui ont été soit des partis de droite qui ont été battus aux élections ou un gouvernement de droite aux États-Unis. Donc, je pense qu'il faut le retenir, ça, là. Bon, dans les proportions, on pourrait quand même dire qu'on n'est pas dans les mêmes proportions. C'est pour ça que j'ai dit à peu près l'équivalent. Mais sur le mécanisme aussi, en fait, sur cette idée d'aller couper, effectivement, puis de dire, ben écoute, on coupe dans le gras. Karima, tu as absolument raison de le préciser, mais je reviens quand même sur une des directives du gouvernement fédéral. C'est pour toute nouvelle initiative, vous devez vous justifier. C'est exactement ce que Musk avait demandé. Il avait envoyé un fameux courriel à tous les fonctionnaires de l'État en disant, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Donc, il y a juste le niveau grotesque qui distingue les deux directives. C'est à peu près la même chose. Je comprends. Puis, mais tu reviens encore une fois dans cette idée, même mentalement encore aujourd'hui, je trouve au Québec, au Canada, je trouve que c'est une idée même un peu puérile là, de dire, c'est à gauche, nous sommes gentils, nous avons le cœur tendre et la droite est méchante. Tu sais, je trouve que c'est tellement comme... C'est bébé. C'est premier degré de grâce. Regardez les politiques, là. Est-ce que ça fait du sens? Ça ne fait pas de sens. Est-ce qu'on est dans une logique qui est similaire, finalement, ou pas? Est-ce qu'on se cache, justement, d'une certaine étiquette pour faire des choses aussi? Je pense que les électeurs sont quand même capables de faire la part des choses. Donc, à un moment donné, il faut aussi maturer un petit peu. Oui, c'est la question de la poule et de l'œuf également, Karima, parce que si les idées sont à peu près les mêmes et qu'il ne reste plus que la forme qui est différente, il faudrait peut-être se demander pourquoi, à droite, on a choisi une forme qui est plus populiste et plus grotesque. C'est peut-être à force de voir les idées de la droite être récupérées par la gauche en retard. Et là, je ne parle pas juste de ces deux cas de figure-là. On prend par exemple le cas de Jocelyne Robert. On a des gens dans le journal le matin qui disent peut-être que ça n'a pas de l'allure, peut-être qu'il faudrait. Ça fait 5 ans que tous les chroniqueurs du Journal de Montréal le disent. Ça. Non, mais c'est pour ça que ça me fait rire, là, ce truc-là. Puis en même temps, c'est pathétique. Là. Je dis je ris, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Ou de dire oui, mais nous, on le fait pas de la même façon. Nous, c'est le bien qui nous commande. Nous, c'est parce que c'est ça. Oui, mais la droite, c'est parce que eux, c'est pour de la récupération politique. Hey, hello! Non. À un moment donné, c'est épuisant. T'as des faits, t'as une réalité, t'as de la littérature scientifique, t'as des actions, juste arrêtées. Comme on dit, pouce, mais pouce égal. Poussons ton deuxième sujet. Écoute, Jocelyne Robert, j'ai entendu Nick Payne commenter la chose, mais j'avais un angle un peu différent. Je pense qu'on est devant une autre incarnation d'un des conflits les plus importants qui afflige notre époque, c'est le conflit entre le peuple et ses élites.
Parce qu'on a, je rappelle quand même aux gens qui ont échappé à cette histoire-là, une sexologue d'expérience, une femme qui a fait carrière dans les médias, qui s'est embrouillée avec son ordre professionnel, on va le nommer, l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, qui estimait qu'elle diffusait une pensée problématique et qu'elle refusait de se rééduquer. Et ce sont ces mots-là. Alors, à l'Ordre professionnel, on lui a proposé des formations de rééducation, elle a refusé d'aller là, donc elle a démissionné, donc l'Ordre pourrait dire on ne l'a pas congédié. Mais bon, comme disait Nick Payne, se faire démissionner, ça existe. C'est le conflit entre les élites et un semblerait-il, consensus scientifique, une semblerait-il réalité parallèle et le sens commun. Il y a à peu près personne au Québec qui pense que si vous avez un jeune de 12 ans qui rentre dans votre bureau et qui dit « Je suis un garçon de naissance, mais je pense être une fille », il faut absolument le prendre au sérieux. Il y a à peu près personne au Québec qui pense ça, sauf l'Ordre des sexologues du Québec, sauf un grand nombre de sexologues, sauf un grand nombre d'intellectuels dans le milieu académique, très à gauche. Mais le peuple, lui, est encore attaché à quelque chose qui s'appelle le sens commun. Et c'est très dangereux que d'imaginer deux réalités, que de penser qu'on va un jour s'entendre quand on ne s'entend pas sur les bases des deux réalités. Oui, mais c'est parce que là, c'est la tyrannie, c'est une tyrannie de la majorité qui ne comprend pas les cas, justement, des personnes qui vivent ça, parce que tu peux pas le nier. Il y a des personnes qui ont des dysphories de genre. Tu sais, l'idée, ce n'est pas de discriminer, mais tu entends ce discours-là aussi de dire, c'est parce que oui, c'est bien beau de dire la majorité, mais les gens, qu'est-ce qu'ils en savent? Oui, mais il existe quelque chose comme la nuance. Donc, il n'y a pas juste je pense deux que t'es camps. Là pour ça, écoute, je l'incarne. Je ne suis peut-être pas celui qui l'incarne le mieux, la nuance. Bon, je vais quand même être de bonne foi. Mais dans ce cas-là, je pense qu'on peut, par exemple, s'entendre sur le fait qu'il existe, comme tu viens de le dire, des gens qui sont atteints de ça, mais ne tout de même pas penser que le monde a tant changé que ça et que l'être humain n'est pas un être humain et qu'un enfant de 12 ans, il n'est pas soudainement, là, depuis quelques années, depuis que l'iPhone est apparu, maître de tous ses sentiments et de toutes ses pensées. Un enfant, ça doute. Non, mais de toute façon, c'est son travail à temps plein, ça, de douter. L'idée, puis toute je te dirais, ce débat-là ou le questionnement autour de tout ça, puis c'est ce qui se passe aussi, là, par exemple, dans des pays scandinaves. On a vu au Royaume-Uni, on revient en arrière sur certaines choses. C'est de dire, OK, par exemple, si tu constates quelque chose, tu as un enfant ou tu es un pré-ado qui a des questionnements et tout ça, c'est pas de balayer, de dire, regarde, tourne-toi chez vous. Puis c'est pas ça. Au contraire, on essaie de trouver quelles sont les meilleures approches. Puis est-ce que c'est... Et tout le débat aussi est sur la rapidité, parce que là, au Québec, on est vraiment dans cette approche trans-affirmative à fond. Puis c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup les personnes qui posent des questions là-dessus. C'est toujours les 2-3 mêmes spécialistes, tout le temps les mêmes personnes qui nous disent que c'est le consensus scientifique, alors que là, quand tu regardes dans d'autres pays, tu te rends compte que le consensus, il est peut-être pas si consensuel que ça en ce moment. Et donc, comme je dis, c'est pas de balayer et dire qu'on ne se préoccupe pas de ces enfants-là, mais c'est comment tu les accompagnes. Est-ce que c'est systématiquement des bloqueurs d'hormones que tu vas donner? Est-ce que c'est autre chose? Donc, tu sais, il y a ça aussi, puis je trouve ça terrible, même si on veut bien accompagner ces personnes-là, qu'on fasse justement l'économie de ces questions-là. Oui, puis il y a des domaines d'activité dans la vie où il ne faut pas être pressé, là, où le prix à payer quand on décide qu'on est dans l'urgence et qu'il faut prendre une décision rapidement, c'est quand même, ayons pas peur de le dire, le fait de charcuter le corps d'un enfant qui doute, parce que c'est un adolescent, puis parce qu'il est entouré de signaux contraires, il est en plein conflit d'hormones, donc prenons notre temps quand même, et rappelons quand même que l'Ordre professionnel des sexologues du Québec estime, et là ça m'a flabbergasté, là, estime qu'on assigne un sexe à la naissance, là. C'est grave, là. C'est absolument grave, là. Moi, j'attends leur réaction. J'attends qu'ils défendent, puis surtout que c'est dit au nom d'un consensus scientifique. Je veux qu'on nous soumette la fameuse étude, le fameux sommaire, là où on a fait une revue de littérature, puis on a dit tout le monde est d'accord là-dessus, parce que c'est faux. Personne peut dire qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a encore des gens qui doutent, à commencer par le peuple. Et le peuple, c'est lui qui habite la société, c'est lui qui choisit les mœurs dans lesquelles la société s'inscrit. Et là, le peuple a parlé parce que cette femme-là bénéficie d'un capital de sympathie. Là, c'est vraiment important sur les réseaux sociaux. Plein de gens la soutiennent, plein de gens lui envoient des courriels, plein de gens relaient sa sortie publique. Tant mieux. Elle est courageuse. Mais je te remercie, Rémi. Merci à toi. Demain. À demain.